Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la science-fiction, une de ses figures les plus importantes, mais aussi les plus controversées, Robert A. Heinlein. On l'a souvent appelé le doyen du genre. Et ce n'est pas pour rien. Ce titre, il en dit long sur son immense influence. Pendant des décennies, il a formé avec Asimov et Clarke ce qu'on appelle les trois grands, les géants incontestés qui ont tout simplement façonné la science-fiction moderne. Mais voilà, derrière cette renommée se cachait un personnage bien plus complexe, dont la vie était pleine de contradictions. Bon, allez, c'est parti, on plonge là-dedans. L'histoire de Heinlein, elle commence vraiment avec le choc de deux forces totalement opposées. D'un côté, la discipline militaire la plus stricte, et de l'autre, un engagement politique plutôt radical. Alors regardez ça, il naît en 1907, il sort de la prestigieuse Académie navale d'Annapolis en 29, tout semble tracer une carrière militaire bien droite, et puis, bam, à peine 5 ans plus tard, en 1934, la tuberculose. Il est obligé de tout plaquer. C'est ce tournant radical qui va le pousser vers l'écriture, jusqu'à publier sa toute première nouvelle en 1939. Et c'est là que ça devient fascinant. D'un côté, on a l'officier de marine pur jus, qui a servi sur des navires de guerre imprégnés de tradition, et de l'autre, le militant qui s'engage à fond dans un mouvement socialiste. C'est un grand écart assez incroyable, non? Alors, comment ce mélange d'expériences va-t-il nourrir son œuvre? Eh bien, ça va donner naissance à sa première grande réussite littéraire, quelque chose de totalement nouveau pour l'époque. Plutôt que d'écrire des histoires séparées les unes des autres, Heinlein a une idée de génie. Il va créer ce qu'il appelle l'histoire du futur. C'est une immense saga interconnectée, avec une chronologie cohérente qui couvre plusieurs siècles. C'est tout simplement l'un des pionniers du concept d'univers partagé. Et ça illustre parfaitement son ambition. Des livres comme L'homme qui vendit la lune ou Révolte en 2100 ne sont pas de simples histoires. Non, ce sont des pièces d'un immense puzzle, des briques qui construisent une grande vision unifiée de notre avenir. Cette ambition, elle va atteindre son sommet dans les années 50 et 60. C'est là qu'il va écrire ses romans les plus marquants et aussi les plus débattus. Accrochez-vous bien. D'abord, il y a Étoile, garde à vous, en 1959. Et là, attention, le livre explore une idée qui continue de faire polémique. Lier le droit de vote au service militaire. Forcément, ça fait hurler et ça alimente encore aujourd'hui les débats sur le devoir civique et le militarisme. Juste après, il change complètement de registre avec En terre étrangère. C'est l'histoire d'un humain élevé par des martiens qui débarquent sur Terre et qui bousculent toutes les conventions. Le livre est devenu un véritable phénomène, un symbole de la contre-culture des années 60, c'est dire. Et puis en 66, Révolte sur la Lune. Là, on est en plein dans une révolution pour l'indépendance d'une colonie lunaire avec une forte coloration libertarienne. C'est un véritable plaidoyer pour l'autonomie et la responsabilité individuelle. Et d'ailleurs, c'est dans ce roman qu'il va populariser un acronyme TANSTAFL. Ça veut dire There ain't no such thing as a free lunch, qu'on pourrait traduire par un repas gratuit, ça n'existe pas. Et cette petite phrase, cette idée économique, elle va complètement infuser la culture populaire. Ce parcours idéologique il est assez dingue. On part du jeune militant socialiste pour arriver, des décennies plus tard, à l'expert influent qui conseille le président Reagan sur son fameux projet de défense stratégique, la guerre des étoiles. Un sacré virage. Alors, avec tout ça, on peut se demander, pourquoi est-ce que cet écrivain, né il y a plus d'un siècle, nous parle encore autant aujourd'hui? Ce chiffre, 4. C'est tout simplement le nombre record de prix Hugo du meilleur roman qu'il a remporté dans sa carrière. De Double Étoile à Révolte sur la Lune, c'est une reconnaissance immense qui cimente son statut de légende du genre. Et son influence ne s'est pas arrêtée au livre. Son œuvre n'a cessé d'être adaptée à l'écran, ce qui a permis à chaque nouvelle génération de découvrir ses idées puissantes et souvent dérangeantes. Finalement, l'héritage de Heinlein est aussi complexe et contradictoire que sa vie. Était-il un prophète qui avait tout vu avant tout le monde, un polémiste qui aimait juste nous provoquer, ou peut-être un peu des deux à la fois?